Les incendies en forêt de Fontainebleau, près de Paris, continuent leur progression. Le feu n'est toujours pas fixé. Ces feux ont parcouru plus de 2000 hectares. Alors, les autorités s'affairent, elles font ce qu'elles peuvent pour tenter de maîtriser ce feu. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés ni de morts côté humain, mais c'est la faune et la flore de cette forêt qui est en train d'être étouillée en cendres. 2000 hectares, imaginez, et je pense aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, ça représente quasiment 4 arrondissements de la capitale. C'est immense. Et les toutes dernières informations sont sidérantes. 6 personnes ont été interpellées, dont un pompier volontaire, parce que malheureusement, on craint que cet incendie, ce double incendie en la forêt de Fontainebleau, eh bien, ça soit un incendie volontaire. 6 personnes ont été interpellées dans l'enquête portant sur l'incendie de la forêt de Fontainebleau, a annoncé la procureure de Fontainebleau ce mardi après-midi. Certaines sont suspectées d'avoir accidentellement provoqué des départs de feu, et au moins un autre qui est engagé comme pompier volontaire d'avoir embrasé volontairement des brindilles avec un briquet et de l'essence. Ces personnes, ce sont des hommes, ils ont 18, 20 et 51 ans, se trouvent actuellement en garde à vue. Parmi les 6 personnes interpellées, nous rappelle le Figaro. Donc, potentiellement, l'un des auteurs de cette catastrophe insupportable... Et lui-même un pompier. Et lui-même un pompier volontaire, Christophe Bordet. Mais vous savez, en fait, on s'en aperçoit pas, ou en tout cas, on s'en souvient pas forcément, mais à chaque incendie important, désormais, il y a un pompier qui est impliqué. Par exemple, en 2025, c'est arrivé, il y avait un pompier déjà qui avait été à l'origine d'un incendie, c'était dans le Jura. Il y avait 230 hectares de forêt qui étaient partis en fumée, et il a été condamné, et c'est là qu'on sent bien qu'il y a quand même un petit problème, une fois de plus, avec la justice, quelque part, c'est qu'il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Donc, si vous voulez, c'est pas avec 2 ans de prison avec sursis qu'on calme réellement les gens en règle générale. Surtout qu'un incendie volontaire, vous risquez jusqu'à 15 ans de prison. Alors, on risque jusqu'à 15 ans de prison, ça dépend évidemment de la gravité de l'incendie. C'est-à-dire, s'il y a des victimes... Alors là, évidemment, vous risquez une peine beaucoup plus importante et vous risquez jusqu'à 150 000 € d'amende également. Mais ces gens-là doivent prendre 15 ans, il n'y a même pas à réfléchir. Eh ben oui, on est d'accord. Une fois de plus, 1, la loi n'est pas assez puissante, donc, et 2, la justice n'est pas assez sévère. Vous imaginez la difficulté, parce qu'on a beaucoup parlé du manque de moyens. C'est vrai qu'il y avait des promesses qui avaient été faites par les autorités ces dernières années, puisque des incendies se sont succédés ces derniers étés. Et notamment, moi je pense à l'été 2022, au niveau de la Thèse de Bûche et en Gironde, avec des dizaines de milliers d'hectares qui ont été brûlés. Je crois qu'en Gironde, c'est 35 000 hectares brûlés, rien que pour cette période estivale des incendies. Et puis il y avait une promesse qui avait été faite, de mettre des moyens massifs justement dans les Canadair. Ils ont été commandés, les Canadair. Oui, mais enfin ils arrivent en 2033, plus tard, ils arrivent. Non, le premier, ils arrivent en 2028. Mais là, on est face, Jules Torres. Qu'est-ce que vous voulez faire si désormais vous avez des pompiers volontaires qui mettent le feu à la forêt? Mais enfin, on vit dans un monde de maboules. Non, mais on savait que 9 incendies sur 10 étaient commis par les êtres humains. En revanche, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils étaient commis par des êtres humains qui, par ailleurs, étaient pompiers volontaires. Et c'est peut-être là ça qui doit nous alerter. C'est comment est-ce que des personnes qui sont censées éteindre ces incendies, en fait, sont les mêmes, en tout cas dans ce cas extrêmement précis, qui déclenchent ces incendies. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de responsabilité et même, j'ai envie de dire, de civilité. Psychologique. Moi, je suis pas sûr. Vous allez me trouver laxiste. C'est pas toujours le cas. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que 15 ans de prison soit une bonne chose. Je pense que 2 ans de prison avec sursis est largement suffisant pour cette personne-là, parce que en prison, il y a 63 000 places aujourd'hui, il y a 85 000 personnes qui sont en prison. D'accord. Et donc on met personne en prison. Et pour moi, on met plus les gens en prison, c'est bien. Et pour moi, la prison, je suis très favorable à la prison, cher Christophe Bordet, mais quand elle menace l'intégrité physique des personnes. Et là, il faut les mettre en prison. Des personnes, Non, mais attendez, il faut les mettre en prison, et surtout, ce qui n'est pas fait en prison aujourd'hui, vous le savez très bien, il faut les soigner. Bordet. Non, mais il faut les soigner, parce que des gens comme le pompier volontaire en question, la passion du feu, vous comprenez, ils ont cette espèce de passion du feu. Alors on allume un incendie pour après aller le combattre. On s'amuse en fait.
me dire Mais comment c'est pas ça se soigne, drôle. ça. Vous voyez, c'est pas drôle. Donc, Eh bien, il y a des psychologues, c'est un problème psychologique, il faut le soigner. donc on peut Voilà. tout à fait ne pas mettre les gens en prison et Ah les bah, envoyer vers Il faut qu'il y ait une punition, une vraie vers des punition. cabinets de psychologie. Je Voilà. pense que c'est largement Il faut les- suffisant. il faut les emmener vers Torres, des Christophe travaux Bordet. d'intérêt général. Mais bon, Mais il faut bon, plaisanter. Travail d'intérêt général. Oui, replanter la forêt, par Oui, exemple. bah oui, par exemple, oui, Bah, ça me non, paraît mais assez enfin, évident. mais enfin, c'est des gens, c'est des bombes à retardement, c'est des individus, vous imaginez là, Exactement. la catastrophe. Et c'est une catastrophe humaine, c'est des catastrophes naturelles, enfin en tous les cas sur la faune et la flore. Et puis économiquement, mais vous Mais bien imaginez sûr. les milliards ou chaque Bah, il y année. a tout un paquet de sanctions qui sont prévues à cet effet. Eh oui. ben, écoutez, il faut sanctionner fermement. Et puis, il y aura une question qui va se poser dans les prochaines heures, c'est comment sont surveillés et recrutés les pompiers volontaires. Bah, bien sûr. Et 2007, évidemment, il ne faut pas Alors, englober tous les pompiers il était- Non, volontaires. mais déjà, il y a beaucoup Heureusement de qu'ils sont là. difficultés. Heureusement qu'ils sont là. Depuis la plusieurs grande années, majorité, hein, depuis bien évidemment. plusieurs années, les pompiers volontaires se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs. Donc évidemment, c'est compliqué. Mais moi, je me mets à la place, là, à Fontainebleau, des pompiers qui luttent réellement contre le feu depuis des jours, qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus. Voilà. Ça, c'est un vrai problème quand même, quand ils savent que ils ont un de leurs collègues qui a pu mettre le feu à la forêt. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser, à Non, votre mais avis? c'est incroyable. Alexis Bourdon est avec nous, reporter européen pour présence sur le terrain à proximité de la forêt de Fontainebleau. Je ne vais pas aller sur le terrain judiciaire avec vous puisque l'enquête est en cours. Le feu, Alexis, en revanche, n'est pas encore fixé. C'est bien cela, hein? Et non, le feu n'est toujours pas fixé. Il a progressé la nuit dernière. Les pompiers qui ont eu affaire à deux zones très importantes. La première, c'est celui qu'on connaît depuis 2 jours et qui ravage énormément d'hectares. Et le deuxième, c'est celui qui s'est déclenché hier après-midi aux abords de l'autoroute A6. Et c'est celui-ci qui devient de plus en plus gros. Il est désormais répertorié dans une zone de 23 km. Et en fait, cette zone-là, les pompiers, la mission qu'ils ont aujourd'hui, c'est de fixer ce feu et de ne pas le laisser propager au-delà de ces fameux 23 km. Alors le problème, c'est que même si la météo est plus favorable, le sol, lui, est bouillant et lorsque les pompiers passent et qu'ils ont l'impression, par exemple, d'avoir éteint le feu, par moment, ça peut repartir parce que le sol est beaucoup trop chaud et cache des flammes par moment. Vous avez pu échanger avec les pompiers ou alors les habitants. Et que vous disent-ils, cher Alexis ? Alors j'ai pu m'entretenir avec les habitants. Certains n'ont pas attendu d'avoir les consignes d'évacuation. Ils ont préféré prendre femmes et enfants, les mettre dans la voiture avec les papiers importants. D'autres, au contraire, ont sorti leurs tuyaux d'arrosage. On se sont dit, si j'arrose bien mon terrain, il n'y aura aucune chance que le feu arrive jusque chez moi. Il y a vraiment une crainte quand même qui s'est installée, puisque beaucoup me disaient, mais on n'est pas dans le sud de la France. On est à 1 heure de Paris, on n'a jamais vu ça. Comment une zone comme la nôtre peut être concernée par un tel feu? Donc il y a vraiment ce côté incompréhension. Et du côté des pompiers, la première chose, c'est la fatigue. Certains sont là depuis plus de 2 jours. D'autres viennent de très loin. On a vu des pompiers du Var, des pompiers venir également des Pyrénées-Orientales. On a vu vraiment des pompiers de partout. Et ils sont tous très très fatigués. C'est pour ça que dans certains endroits, à proximité de certaines bornes à incendie, des habitants ont déployé des barnums. Ils ont mis de quoi se restaurer, d'avoir des médicaments également, des pansements, de l'eau à manger, et tout ça à destination des pompiers. Et je peux vous garantir que pour ceux que j'ai croisés, ça leur faisait extrêmement plaisir de pouvoir compter sur la solidarité des habitants. Et ils ont du mal à y croire, et j'imagine qu'ils vont avoir du mal à croire que parmi les suspects, l'un des interpellés, et il y a un pompier volontaire qui dit avoir embrasé volontairement des brindilles avec un briquet et de l'essence. Et ça pourrait être intéressant d'aller plus dans les prochaines minutes sur l'aspect judiciaire, évidemment. 17h12 sur Europe 1. Un grand merci Alexis Bourdon pour votre témoignage en direct, reporter Europe 1,
présent donc du côté de la forêt de Fontainebleau. Si vous avez du nouveau, Alexis, avant 18h, n'hésitez pas. Hein. C'est priorité évidemment au reportage, au témoignage de terrain, et priorité parce que c'est l'actualité majeure de ces 48 dernières heures. Cet incendie inédit de par son ampleur en la forêt de Fontainebleau, 2000 hectares réduits en cendres, puisque le premier départ de feu a commencé dimanche à 17h. Donc ça fait déjà 48 heures, 2000 hectares en 48 heures. C'est comme si, vous imaginiez 3 à 4 arrondissements de Paris qui en 48 heures étaient réduits en cendres. 17h30, on revient dans un instant sur Europe 1 pour la suite d'Eliott de Valez-vous. Sur Europe 1, merci d'être avec nous pour Eliott de Valez-vous, toujours en direct. On est accompagné ce mardi après-midi par Jules Torres. Oui. On est accompagné de Christophe Bordet, rédacteur en chef Europe 1. Et nous sommes également avec Arnaud Souquet. Arnaud Souquet, joueur de football professionnel. Vous étiez avec nous de 16h à 17h quand on a parlé de l'équipe de France, de cette demi-finale entre le Paris Saint-Germain, entre la France et l'Espagne. Et vous êtes resté avec nous, cher Arnaud, parce que là, nous allons parler d'une toute autre actualité. C'est l'hommage aux victimes de l'attentat de Nice. C'était il y a 10 ans, cette nuit en enfer. Ce terroriste islamiste qui a provoqué la mort de 86 innocents et fait 458 blessés. Il y a un hommage national qui sera rendu cet après-midi à Nice avec le maire de Nice, Éric Ciotti. Emmanuel Macron, le président de la République, sera présent et présidera cet hommage. Giorgia Meloni sera également présente. Marine Le Pen, Jordan Bardella, eux aussi seront là. Et puis ce sont des milliers de dizaines de milliers de Niçois qui viendront rendre hommage à ces victimes. Pourquoi vous êtes resté avec nous, cher Arnaud ? Parce que il y a 10 ans, vous étiez joueur de l'OGC Nice. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de signer à Nice, mais la malchance d'arriver après une catastrophe tragique et une ville qui sera touchée à jamais dans cette date du 14 juillet 2016 par un horrible attentat qui a tué 86 personnes. Et j'ai la chance d'avoir rencontré ma femme, d'avoir eu un enfant qui est né à Nice, donc cette ville, elle me concerne un petit peu. Et d'avoir rencontré des gens aussi qui ont pu être touchés sans avoir perdu des personnes, mais au moins touchés émotionnellement par ce qui s'est passé. Et je tenais à leur rendre un hommage et un profond soutien par rapport à toute cette tragédie qui a touché cette ville et l'ensemble des gens et la France. Parce qu'on n'oublie pas ces gens-là, c'est ce qui est important, ce qui s'est passé, c'est terrible. Moi je l'ai vécu après sur la première journée de Ligue 1 où c'était une journée qui était catastrophique en termes d'émotion parce que ça nous prenait au corps, c'était sans son, on avait l'impression d'être dans une ville qui avait été touchée, qui était peinée, c'était horrible à vivre et on a eu la chance de faire une année, alors je ne sais pas par quel moyen, mais qui a ramené un peu de baume au cœur à ces gens-là. Et aujourd'hui, voilà, je voulais leur rendre un hommage et comme je le vois passer depuis le début, c'est ni oubli ni pardon et c'est vraiment important de le souligner parce que cette ville-là sera marquée à vie de ce qui s'est passé et c'était important que l'ensemble du monde et de la France leur apporte le soutien. Et si mes souvenirs sont bons, en 2016, lorsque vous arrivez, sur la saison 2016-2017, sur le maillot de l'OGC Nice, il y avait le cœur. Avec les 86 noms des victimes. Voilà. Je peux vous raconter encore maintenant cette première journée. On avait obligation de faire venir nos familles en blanc au stade. C'était une journée silencieuse. On a fait rentrer des enfants qui ont lâché 86 ballons un à un blancs dans le ciel. Et il y avait une lourdeur sur ce match qui était difficile à vivre. Même la veille, on parlait de savoir anticiper des matchs qui préparaient. Je peux vous dire que celui-là, vous pouvez pas vous préparer sur un moment comme ça, c'est pas possible. Et il faut dire que sur chaque match de l'OGC Nice à domicile, à la 86e minute, c'est un stade qui est magnifique d'ailleurs, le stade. Un très beau stade. Vous avez qui avait été refait pour notamment l'Euro 2016. Si mes souvenirs sont bons, l'Allianz Riviera, et à la 86e minute, vous avez le public niçois qui va illuminer le stade avec son téléphone, vous avez avec le flash, des chants aussi, et des chants, et qui malheureusement des fois sont arrêtés par sous incompréhension, je pense, générale des arbitres. Ou excès de zèle. Mais incompréhension, je pense. Mais en tous les cas, il y a cet hommage qui est rendu. Je vous propose qu'on écoute, parce que notre correspondant Frédéric Michel, qui fait un travail extraordinaire sur le terrain pour Europe 1, à Nice, a rencontré Thierry Vimal. Sa fille de 12 ans est décédée sous ses yeux. Je vous propose d'écouter ce témoignage.
Amy avait 12 ans. Le soir du 14 juillet, elle assiste au feu d'artifice avec la famille de sa meilleure copine. Dès l'annonce de l'attentat, Thierry Vimal se rend sur place. Je suis arrivé sur la prom, je n'ai pas vu passer le camion, mais j'ai vu le résultat de juste après. Voilà, c'était un groupe, il y a eu 3 morts dans ce groupe-là, dont ma fille. Transporté à l'hôpital pour enfants de Nice, situé à quelques centaines de mètres du carnage, Amy décède devant son papa. Pudique, Thierry Vimal garde pour lui sa détresse, ses larmes et écrit, car c'est son métier. Il publie 19 tonnes, un concentré de douleurs brutes et réalise des chroniques du procès de l'attentat adaptées en pièces de théâtre. Un long parcours depuis ce funeste 14 juillet. Il y a aussi toutes les douleurs surajoutées. Il y a quand on se retrouve confronté aux querelles associatives, quand on se retrouve confronté à la médecine légale, au fonds de garantie, la pression des avocats, la pression des médias, les parcours de retour à l'emploi. Il y a énormément de choses que les gens n'imaginent pas. La réalité de ce que vit une victime. Tout s'effondre à la suite. Est-ce qu'on peut se reconstruire ? Différemment, en tout cas, on construit autre chose. Dans l'attentat, 15 enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans ont perdu la vie. Et je vous propose, chers auditeurs d'Europe 1, si vous n'avez pas eu l'occasion, de regarder un documentaire en replay sur l'application MyCanal, produit par Janton Productions. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler dessus pendant 2 mois sur cet attentat de Nice. 10 ans après, on a eu la possibilité de rencontrer les familles des victimes, les rescapés, les responsables politiques, mais également les pompiers, les médecins, puisque c'est vrai que ça a été toute une ville qui s'est mise à la disposition des victimes très rapidement cette nuit en enfer le 14 juillet 2016. Christophe Bordet, c'est une journée qui était essentielle. On entend peu ou rarement on a parlé de cet attentat de Nice, et pourtant c'est l'attentat le plus meurtrier pour les enfants, par exemple. C'est vrai qu'il est passé bizarrement, avec le recul, on se dit qu'il passait un peu au second plan après les attaques que l'on avait connues, évidemment, du 13 novembre. Voilà, à Paris. On sentait bien quand même que c'était traité de manière un peu différente. Un peu lointaine, peut-être. Un peu lointaine. Et c'est vrai que on ne peut pas oublier ce moment. Et puis les conséquences aussi que ça a pu avoir pour la ville de Nice notamment, parce que ce camion, il ne faut pas oublier qu'il fauche plus de 80 personnes, et puis il y a les blessés dont on parlait. Il parvient quand même à pénétrer sur la promenade des Anglais, et pendant 4 minutes, il va faucher toutes les personnes qui sont devant lui. Et on s'apercevra donc que la sécurité sur la promenade des Anglais n'était peut-être pas assurée au point où elle l'est aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé, il faut le dire. Il y a des plots qui ont été installés vraiment tout le long de la promenade des Anglais. La rue a été repoussée en quelque sorte un peu plus loin. Et aujourd'hui, il serait impossible, a priori, qu'il y ait un drame comme celui que l'on a vécu à l'époque. Pour faire simple. Ce qui est intéressant, c'est que certains rescapés, j'ai pu échanger avec un musicien qui s'appelle Lionel, qui était notre invité hier soir sur CNews, disait sur les questions de sécurité, il y a un vrai enjeu. Et d'ailleurs, il y a une enquête qui est en cours, qui est 10 ans après, essaye de voir si des responsabilités il y a eu. Et il me disait, donc le 14 juillet, nous, musiciens, on avait bien vu qu'il y avait peu de sécurité. Pourquoi ? Parce que quelques semaines auparavant, en plein Euro, on nous avait demandé de faire un concert, et au moment de ce concert, il y avait effectivement des barrages, des blocages, enfin bref, il n'y avait pas le même niveau de sécurité. Mais toutes ces questions-là, je crois qu'elles vont se poser, puisqu'il y a une enquête qui est en cours, mais que là, l'enjeu aujourd'hui, plutôt que de répondre sur les questions de faillite sécuritaire ou non, c'est vraiment de penser à ces familles qui ont été déchirées par mais l'enjeu aujourd'hui, c'est la absolue. Réparation. Voilà, c'est le fait, la volonté de devoir de mémoire, voilà, le devoir et la réparation. De mémoire, et je trouve d'ailleurs que Éric Ciotti, qui est le nouveau maire de Nice, joue cette journée de manière très, très fine et très intéressante. C'est-à-dire qu'il arrive à rassembler autour de lui et autour des Niçois tout un tas d'hommes et de femmes politiques qui ne cessent de s'affronter le reste du temps. Il vient d'accueillir, par exemple, Nicolas Sarkozy il y a quelques minutes à la mairie de Nice, en se félicitant que l'ancien président, effectivement,
répondre présent pour ce moment qui est si particulier, si Bien sûr. difficile. Bien sûr. Et je trouve que la manière de rassembler qu'il a autour de cet événement est très importante pour la nation. Et c'est lui, Eric Ciotti, Mais oui. qui a demandé à la La minute FIFA, de par silence. exemple, Ouais. qu'il y ait une minute de silence ce soir lors de cette demi-finale de Coupe du Monde. Il y a eu Arnaud plein Souquet. de choses qui ont été faites autour de ce moment, qui est un moment important de recueil et de réparation, comme vous dites. Notamment, il y a eu une marche ce week-end qui a été faite avec des roses qui ont été déposées sur le mémorial qui était en honneur de ces victimes-là. Et c'est vrai que voilà, c'est une ville qui sera marquée à vie par ça, malheureusement, comme Paris l'a été aussi sur les attentats. Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est important de penser à ces gens-là et de penser à cette ville. Et il y a des gens qui essayent de se reconstruire et c'est difficile. Vous avez des Niçois qui, par exemple, ne vont plus sur la promenade des Anglais. Bien sûr. Absolument. Moi, quand je suis rendu à la Jules promenade des Torres. Anglais il y a 2 ans, c'est impossible de ne pas penser à ça. Moi, je suis pas beaucoup allé à Nice, mais les peu de fois où j'y suis allé, donc depuis 2016, notamment pendant la campagne présidentielle de 2022, c'est impossible de ne pas ressentir une certaine gravité. C'est impossible de ne pas avoir des images. Moi, il y a une image qui me marque, c'est cette image du scooter avec ce monsieur Franck Terrier. Franck Terrier, qui suit ce camion par la gauche, qui essaye de mettre son scooter sous les roues du camion pour l'arrêter. Il n'y arrive pas. Il court ensuite en pourchassant ce camion. Il délaisse sa femme dans un moment qui doit être un moment absolument qui est l'horreur. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Moi, je fais partie de cette génération, je pense, qui a grandi avec tous ces attentats. Que ce soit celui de Charlie Hebdo, que ce soit celui de novembre 2015, que ce soit celui de 2016 à Nice, que ce soit même Samuel Paty et Dominique Bernard. Et c'est vrai que celui-ci, malheureusement, passe un petit peu trop souvent au second plan, en arrière-plan, peut-être parce qu'il n'est pas assez symbolique, si je puis dire, pour notamment les médias qui sont, on le sait, beaucoup trop connectés à Paris. Donc évidemment, ça les touche plus sur Charlie Hebdo, ça les touche peut-être plus sur évidemment novembre 2015, mais ça reste en effet l'un des moments tragiques de l'histoire de France. Et je pense qu'à ce titre-là, l'hommage qui lui est consacré aujourd'hui et la minute de silence en Mondovision est une très bonne chose. Il est 17h28 et je vais remercier Arnaud Souquet d'être venu nous voir. Merci à vous. Nous suivrons bien évidemment attentivement cet hommage qui doit être rendu aux victimes donc des attentats de Nice du 14 juillet 2016 à partir de 18h. Ce sera sur Punchline avec Yohann Usaï ce mardi sur Europe 1 et sur CNews. Revenez et restez avec nous. On revient dans un instant pour la suite d'Eliott de Vallevo. À tout de suite.